Par chance, j'ai trouvé un magazine montrant des femmes aux grosses fesses. Par tomber dessus, tu veux dire que tu l'as pris dans ton tiroir à chaussettes et emmené. C'est The Big Bang Theory. Tu ne l'as jamais vu, tu ne peux le regarder en streaming nulle part. Mais ça existe. Et c'est vraiment, vraiment bizarre. Surtout, c'est vraiment mauvais. J'ai vu quelques pilotes non diffusés pour cette chaîne. Et celui-ci est une série totalement différente. Et ça ne fonctionne pas du tout. À tel point que même après avoir apprécié certaines parties du pilote, une chaîne a exigé une refonte complète du concept de la série. Mais c'est aussi une leçon intéressante sur les réalités de la télévision traditionnelle et sur la façon d'identifier ce qui ne va pas avant que cela ne devienne un problème bien plus important. Voici un aperçu de ce qui arrive quand les pilotes échouent, pourquoi la version originale de Penny a été renvoyée puis remplacée, et comment un personnage emblématique de la télévision était à l'origine raté. Ce que vous allez voir est une version de The Big Bang Theory qui a été refusée par toutes les chaînes auxquelles elle a été présentée pendant la saison des pilotes de 2006. Le pilote fait tâche pour la chaîne et n'existe qu'en définition standard, donc c'est ce que vous verrez ici. Il agit simplement selon son impératif évolutif de protéger une femelle fertile en danger. Oh, tant mieux. J'avais peur que ce soit quelque chose de glauque. C'est la version originale de Penny dans The Big Bang Theory. Elle est presque insupportable à regarder dans ce pilote. La structure générale ici est à peu près la même. Le gars lance la banque d'ADN, la jeune femme, seule, rencontre 2 nerds et emménage dans l'immeuble. Quel est son problème? Ce n'est pas là où on s'assoit d'habitude. On s'assoit à cette table là-bas. C'est notre table. Et je ne veux pas m'imposer à vous. Merci. Dès le début, on annonce 3 jours. Pour une semaine à voir. Sauf qu'ici, elle vient loger dans l'appartement du gars, et les problèmes commencent à partir de là. Pour commencer, Katie, qui deviendra évidemment Penny dans la version finale, est tout simplement méchante. En fait, lors des tests auprès du public, le créateur Chuck Lorre dira plus tard que le principal retour était que les spectateurs souhaitaient, je cite, que la méchante dame reste loin des gentils garçons. Cette version de Penny ne se soucie pas des gars. Elle est manipulatrice, en colère et franchement désagréable à regarder. Cela n'aide pas qu'Amanda Walsh, l'actrice qui joue Katie, qui est pourtant très douée, n'ait absolument aucune alchimie avec Jim Parsons et Johnny Galecki. Tu m'invites à dîner? Oui. Pourquoi? Et c'est un problème quand ton personnage, dans ce pilote, passe beaucoup de temps à se moquer des gars pour leur manque d'expérience avec les femmes. La présence de Penny ici s'apparente davantage à un essai caméra qu'à un pilote. Ça ne marche pas, le son de casting. On parle souvent de la chimie à l'écran, et il est difficile de savoir quand cela marche, justement parce que ça marche. Il y a de la chimie, mais si les acteurs ne jouent pas bien ensemble, surtout en sitcom, le timing pose problème et les blagues ou émotions ne fonctionnent pas. Le plus simple est de regarder des films comme Alvin et les Chipmunks, Hop ou Transformers. Voyez comme les acteurs paraissent détachés de leur partenaire en images de synthèse, ou comme ils surjouent pour compenser la présence de simples balles en caoutchouc sur le plateau. Et ils n'ont rien avec quoi interagir. Du coup, beaucoup de choses sont soit plates, soit incroyablement surjouées. C'est surtout plat. Si les personnages d'une sitcom vous font cet effet, c'est que l'alchimie du casting pose problème. Quand on a l'impression qu'ils pourraient interagir avec des balles en caoutchouc, sans humain en face. Et c'est le cas ici. Penny n'est ni charmante ni drôle. Elle joue presque la méchante, mais ce n'est pas le seul personnage à sonner faux. Nous étions en costume, bien sûr. Il jouait tellement bien le rôle d'un Vulcain pris dans la fièvre de l'accouplement de la ferme à gousses que je n'ai pas pu dire non. Là où les choses prennent vraiment un tournant pour ce pilote, ce n'est pas seulement dans la façon dont ils ont dû changer radicalement Sheldon Cooper après. C'est une parfaite illustration d'une mauvaise compréhension du personnage. Dans le pilote original, Sheldon était un mélange d'idées, dont certaines étaient diamétralement opposées les unes aux autres. Incohérence dans le personnage. Ici, Sheldon est en fait un vrai dragueur lourdingue. Par exemple, à la banque de dons, il dit qu'un magazine avec un gros derrière dessus l'a aidé à terminer son processus. Et ensuite, il soutient que c'est parfaitement normal. Un autre personnage, dont nous parlerons dans un instant, mentionne dans l'épisode que sa rencontre nocturne avec Sheldon, il y a quelque temps, était remplie de jeux de rôle. Lorsqu'il voit Katie vulnérable dans la rue, il ne s'en soucie pas. Tout comme la version finale de Sheldon. Au lieu de rester indifférent, ce Sheldon semble s'intéresser physiquement à elle. Oui, c'est ça. Dans la version originale de Big Bang, Sheldon Cooper était bridé, mais bien plus avancé dans un domaine, au point que Sheldon et Leonard auraient pu rivaliser pour attirer l'attention romantique de Penny et d'un autre personnage dont nous parlerons bientôt. Pourquoi cela ne marche-t-il pas?
Eh bien, lorsque vous opposez deux personnages principaux pour l'affection d'un troisième personnage principal, non seulement votre conflit devient trop évident, mais une fois que c'est résolu, vous divisez votre public avec cette décision. Équipe X ou équipe X. Plus important encore ici, Sheldon n'est pas particulièrement bien écrit. Ils essaient de combiner la confusion sociale avec ce genre de désir physique qui n'est utilisé que pour la comédie. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble, à deux versions de Léonard. Bon flic, mauvais flic. Et tel qu'il est écrit ici, quand on donne ouvertement et immédiatement à Sheldon un désir physique, il ressemble à un marginal sexuellement frustré plutôt qu'à un gars qui a simplement du mal à communiquer et à se connecter aux autres. Mais passons à ce personnage que je ne cesse de mentionner. Mettons les cartes sur table, d'accord? Léonard et moi faisons des recherches ensemble, dans une ambiance décontractée et pro. Une transition est prévue dans quelques mois. On prend un café? Il n'y a pas de Howard et Raj ici. La version originale de Big Bang n'avait pas de Howard et Raj. Ils ont été créés en réponse à Gilda, cette femme juste ici. Vous pourriez remarquer une ressemblance avec quelqu'un d'autre encore une fois, mais on y viendra. Gilda était la réponse du pilote à Katie, ou la Penny originale. Elle était son opposé. Un personnage ne fait pas de quartier, la plus mignonne pour les enfants, censée être un autre intérêt amoureux pour Léonard et Sheldon. Donc, au lieu d'un groupe de 5 amis traînant dans un appartement, comme ce que la série finale allait devenir, un trope classique de sitcom d'ailleurs, on avait deux jeunes, dans la vingtaine coincés et nerds, qui se disputaient l'attention de deux femmes plus dominantes. Gilda était une présence gênante dans le pilote. Elle compliquait une intrigue simple, mais elle était aussi sèche, inintéressante et un poids pour l'ensemble. Ni elle ni Penny ne sont des personnages bien écrits. Ce style de sitcom avec deux gars et deux filles ne pouvait finir que d'une seule façon. Mais en retirant Gilda, en gardant et en retravaillant Penny, et en ajoutant deux autres gars, ils ont résolu ce problème. Mais qui est Gilda, au juste? Je suis là car ma mère et moi avons décidé que je sortirais au moins une fois par an. Intéressant. Ma mère et moi avons le même genre d'accord pour aller à l'église. Voyons ce qui, dans ce pilote, a finalement été intégré à la série ou au pilote final. L'intrigue de Penny, abandonnée et seule, servirait évidemment de base au même scénario que le pilote final. Ainsi, avec les gars qui commencent leur journée par le don, Gilda deviendrait, 3 saisons plus tard dans la série, le modèle pour Amy Farrah Fowler. Elles sont presque identiques, même dans leur style vestimentaire et coiffure. Ah, et la chanson thème originale. Oui, aveuglé par la science. Donc, je suppose que ça changerait, mais bon, ça reste une chanson qui parle de science. The Big Bang Theory est clairement une série polarisante sur Internet, mais, quelle que soit sa qualité, il faut reconnaître ce que Chuck Lorre et son équipe ont accompli. Ils ont pris un risque. Ils ont produit leur propre pilote de série hors système des studios avec leur fond. Et c'était mauvais. Ça allait échouer. Mais au lieu de se dire qu'ils ne comprennent pas le génie de mon projet, ou qu'on ne parle pas aux bonnes personnes qui comprendraient notre série, si on les trouve, elles comprendront notre série. Ils ont ravalé leur fierté, ont pris en compte les retours, sont repartis de zéro, et ont transformé l'un des pires pilotes ratés de la télévision en l'une des sitcoms les plus réussies de l'histoire de la télévision. Que The Big Bang Theory soit fait pour vous ou non, c'est l'un des meilleurs exemples de réajustement dans l'industrie. Donc, si vous pensez que ce que vous faites est nul, si on vous dit qu'il pourrait y avoir un problème dans votre travail, votre écriture, votre art, jetez-y un autre coup d'œil. Le retour peut être erroné, il peut être mal placé, mais vous, l'artiste, serez toujours la dernière personne à en être certain. Mais il vaut toujours mieux être la dernière personne à trouver le problème que de ne jamais le trouver du tout. D'accord, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Léonard, Howard et je suis désolée. Quel était déjà votre nom? Raj Kutharpoli, le Ringo de la bande de The Big Bang Theory. Le statut de 5e roue du carrosse du personnage n'est pas la faute de Kunal Nayar, qui a fait de son mieux avec les textes médiocres qu'on lui donnait chaque semaine. Le problème avec Raj va au-delà d'un simple manque d'intérêt des scénaristes pour le personnage. Parfois, on dirait presque qu'ils sont contrariés de devoir l'inclure dans la série tout court. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. J'ai 3 frères, 2 sœurs, Shannon, et je peux faire ça toute la journée. Diffusé pour la première fois en 2007, The Big Bang Theory a rencontré un immense succès d'audience. Malgré de nombreux détracteurs, on ne peut nier son impact durant la majeure partie de sa diffusion. La série est sortie au moment idéal dans le zeitgeist culturel, alors que l'ascension des geeks à Hollywood commençait.
Avec Iron Man marquant le début du MCU et The Dark Knight de Christopher Nolan à seulement 1 an d'intervalle, un véritable changement dans la conception populaire de ce que signifiait être un geek était sur le point de se produire. La popularité apparemment inarrêtable de la série est devenue une parfaite illustration de la façon dont la culture geek était devenue grand public. La série a même engagé des consultants pour garantir l'exactitude du jargon et des formules mathématiques dans les décors. Malgré sa fidélité aux personnages dépeints, il est difficile d'affirmer si la série a séduit un large public, car elle semblait vouloir jongler entre deux registres. L'humour de The Big Bang Theory consiste-t-il à rire avec les personnages, ou bien les blagues sont-elles faites à leurs dépens ? Hé Sheldon, tu veux aller dehors se faire quelques passes avec le ballon en peau de porc ? C'est une maison juive. Je n'ai pas de ballon en peau de porc. Cette indifférence envers Raj en particulier revient sans cesse et finit par nuire à la façon dont on le perçoit. Avec ses manières caricaturales devenant tellement irréalistes même pour une sitcom, cela détruit complètement l'attachement que le public pouvait avoir pour lui. Malgré l'énorme succès de la série, elle a failli ne jamais être diffusée au départ. La série a d'abord eu 2 épisodes pilotes, dont le premier ne mettait en avant que Sheldon et Leonard comme personnages principaux. Comment peut-on être distrait en donnant son sperme ? Tu peux trouver quelque chose de plus intéressant dans ton pantalon ? La mauvaise réception du premier épisode pilote par le public test a conduit à une refonte générale de la série. Seuls les personnages de Sheldon et Leonard sont restés inchangés, ayant reçu le plus d'éloges du public test initial. La version retournée du pilote a redistribué le rôle de Penny et ajouté les autres personnages masculins principaux, Howard et Raj. Bill Prady, co-créateur de la série, a expliqué « L'idée était que si le public aime ces 2 premiers personnages, ajoutons-en 2 autres. Cette citation montre que Raj, et dans une moindre mesure Howard, ont tous les 2 été ajoutés après coup lors de la création de la série. Raj donne souvent l'impression d'être redondant par rapport aux autres personnages, et une fois que l'on sait que sa création vient simplement d'une tentative de donner au public plus de ce qu'il semblait vouloir, on comprend pourquoi le personnage n'a jamais vraiment eu la place qu'il méritait. Théoriquement, Raj devrait être un personnage secondaire central qui vole la vedette dans la sitcom. Laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce qu'un gars passif débarquerait ici pour te regarder dans les yeux et dire « Hey, Ducus Fleur, quoi de neuf ?» Des personnages comme Cosmo Kramer, Ned Flanders ou même le Fonz lui-même n'ont peut-être pas autant de temps à l'écran que les personnages principaux, mais leur énergie comique apporte quelque chose qui fait rire le public. J'aime bien ton carabia. Même si ces personnages ne peuvent souvent pas porter une série à eux seuls, ils sont essentiels pour élargir l'univers d'une sitcom tout en apportant à chaque scène une touche comique nouvelle. À la place, Raj sert plutôt de souffre-douleur. Il est souvent la cible des blagues, rarement la source de vraies comédies. Son principal gag récurrent pendant les 6 premières saisons de la série était de devenir soudainement incapable de parler dès qu'une femme était à proximité, à moins qu'il ne soit ivre. Un jour célibataire, le lendemain marié, je conduis un monospace au match de cricket de PV près de New Delhi. Tu me parles à moi ? Il y a un autre Benny ici ? Cela créerait des gags où Raj est complètement laissé de côté quand ils font des plans, à cause de son incapacité à parler. Des blagues qui semblent inutilement méchantes dans une série qui n'a pas vraiment ce genre de ton. C'est sans parler des blagues fréquentes aux dépens de Raj sur son identité culturelle, suggérant que Sheldon en sait plus sur la langue hindoue que lui. Pour vraiment te lancer un défi, apprends le hindi. En anglais, je n'avais jamais appris l'hindi. Ces blagues profitent à des personnages comme Sheldon, mais on a toujours l'impression de s'acharner sur quelqu'un qui ne le mérite pas. L'incapacité de Raj à parler aux femmes a finalement commencé à changer à la fin de la 6e saison de la série. Le producteur Steve Malero a déclaré « Ce n'est pas idéal d'avoir un personnage qui ne parle aux femmes qu'en buvant de l'alcool. » Cela montre à quel point les scénaristes considéraient Raj comme insignifiant, puisqu'il leur a fallu plus de 135 épisodes pour s'en rendre compte. Le moment où Raj est guéri semble quelque peu insatisfaisant. Après s'être fait larguer par sa petite amie Lucy, dans le final de la saison 6, Raj parvient soudainement à parler aux femmes sans explication. C'est juste l'alcool qui parle. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien bu depuis hier soir. On n'en tire vraiment aucune leçon, ni aucun vrai moment d'évolution. Il semblait tout simplement s'en remettre.
Une fois que les scénaristes ont libéré Raj de son mutisme sélectif, le personnage a pu participer activement au même type de péripéties romantiques que les autres personnages de la série. Raj a quelques relations distinctes qui lui donnent enfin au moins un semblant d'intrigue dans la série. Malheureusement, le personnage donne l'impression d'essayer de rattraper les relations déjà établies dans la série à ce stade. Raj échoue généralement dans toute relation romantique durable. Peut-être que la version la plus insultante de cela arrive dans la dernière saison, où Raj entame une relation avec Anu, une femme ambitieuse qui demande même Raj en mariage. Elle semble être la partenaire finale la plus logique pour lui. Ils se défient mutuellement, rendant les deux personnages plus intéressants et aidant Raj à évoluer après une longue stagnation dans la série. Cependant, tout cela est finalement annulé dans l'épisode 22 de la saison 12, où Anu obtient un emploi de rêve à Londres et Raj accepte d'abord de déménager. Ils m'ont proposé un poste de direction. C'est incroyable, c'est ton rêve. C'est ici, à Londres. Oh. Il est alors convaincu de rester par Howard et rompt complètement les fiançailles. Raj est, une fois de plus, réduit à un accessoire du groupe d'amis plutôt que d'être développé comme un personnage ayant sa propre volonté. Sa romance se termine en queue de poisson, avec une explication peu convaincante selon laquelle ses amis comptent plus que sa relation avec Anu. Ce besoin de garder Raj en Amérique plutôt que de lui permettre d'être lui-même ressemble à une évolution encore pire des insultes constantes que le personnage recevait dans les premières saisons de la série. Steve Holland a expliqué « Anu donnait l'impression d'être celle avec qui on ne voulait pas que Raj termine. On veut que Raj ait ce genre de romance de conte de fées dont il a rêvé toutes ces années. C'est un point de vue valable, mais les scénaristes n'ont pas instauré de tension entre Anu et Raj, ce qui aurait rendu la décision de Raj de rester plus satisfaisante. Il n'y a eu aucune tentative de donner à Raj une fin de conte de fées, car la rupture est survenue dans les derniers épisodes de la série. Bien que des progrès aient été faits en donnant à Raj la capacité de réellement parler aux femmes, Raj est le seul personnage principal à ne pas avoir de conclusion romantique satisfaisante. Les sitcoms comme The Big Bang Theory sont souvent renforcés par des performances emblématiques de ces personnages secondaires, au point que ce sont les personnages secondaires qui sont souvent encore plus mémorables que les personnages principaux. En l'état, toute la série se retrouve avec un vide laissé par Raj, laissant le public se demander pourquoi il s'est investi dans le parcours du personnage au départ. Si les scénaristes ne s'investissent pas dans le personnage, pourquoi le public le ferait-il? Qu'est-ce que tu étudies? La microbiologie. Oh, cool. Donc tu pourrais m'étudier. Je ne comprends pas. C'était la première rencontre entre Howard Wolowitz et Bernadette Rostenkowski. Et si vous êtes fan de The Big Bang Theory, alors vous savez déjà que malgré ce début peu prometteur, leur relation allait durer. Ils allaient emménager ensemble, se marier, avoir des enfants, la totale. Mais ça n'a pas toujours été prévu comme ça. En fait, le personnage de Bernadette, interprété par Melissa Roche, n'était à l'origine destiné qu'à être un personnage invité le temps d'un épisode. C'était avant qu'ils comprennent qu'elle résoudrait le plus grand problème de The Big Bang Theory. Je ne pouvais pas faire de vélo car ma mère craignait que je perde ma virginité en passant sur une bosse. Oh, waouh, tu ne l'as pas perdu comme ça quand même. Pas sur un vélo. La série The Big Bang Theory a débuté le 24 septembre 2007 au... Oh, salut. 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 Mais si vous avez regardé notre vidéo sur la version très étrange de The Big Bang Theory que vous n'avez jamais vue, alors vous savez déjà que le pilote original de la série à succès était extrêmement différent de la version à laquelle nous sommes habitués. Décelant un certain potentiel mais n'étant pas entièrement satisfait de la version qu'ils avaient, CBS a demandé à ce que la série soit retravaillée, ce qui a principalement consisté à remplacer le personnage féminin principal original, Katie, par la Penny que l'on connaît aujourd'hui. Mais en constatant que l'élément le plus apprécié du pilote original était la dynamique entre Sheldon et Leonard, les co-créateurs Chuck Lorre et Bill Prady ont décidé d'ajouter deux autres amis à leur cercle de geeks, Raj et Howard. Comme Sheldon et Leonard, Raj et Howard étaient des scientifiques brillants. Howard, joué par Simon Helberg, est ingénieur aérospatial diplômé du MIT et s'entraîne pour devenir astronaute, allant même dans l'espace. Mais contrairement aux trois autres, Howard est, pour le dire gentiment, extrêmement agressif avec les femmes. C'est un pervers sexiste, lubrique et harceleur sexuel récidiviste qui, dans un monde post-MeToo, n'aurait jamais eu sa place à la télévision. Plus précisément, nous utilisons ta fleur de douche. Je l'ai exfoliée à mort. Howard a traqué le casting de America's Top Model grâce à une technologie militaire piratée, laisser une amie se faire tabasser parce que ça l'excitait de voir une bagarre de filles et cacher une webcam dans un ours en peluche offert à Penny pour l'espionner. Ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg gênant.
Les 3 autres gars de la série ont aussi mal agi parfois. Mais Howard restait de loin le pire récidiviste. À l'image de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, il représentait le stéréotype du mec obsédé sans remords. Un personnage fréquent dans les sitcoms depuis Sam Malone dans Cheers. Tout ce à quoi je pense, c'est rentrer à la maison et me jeter dans mon lit. Tu veux quelqu'un pour amortir ta chute? Mais avec l'évolution des mentalités, Howard a été critiqué dès le début, certains appelant même à le faire disparaître de la série. Et même Helberg n'a pas défendu le personnage face à la polémique qu'il suscitait. Il a expliqué plus tard que beaucoup étaient mécontents de ce que Howard faisait ou disait. Et il s'est dit « Oui, je suis d'accord ». Même si cela ne semblait pas évident au début, The Big Bang Theory allait permettre au personnage d'évoluer. L'évolution de Howard débute avec l'arrivée de Bernadette dans la saison 3 épisode 5, la corrélation du glaçage de bonbons effrayants. Bernadette travaillait comme serveuse avec Penny au Cheesecake Factory, tout en payant ses études supérieures pour devenir microbiologiste. À la demande de Léonard, Penny organise un rendez-vous avec Howard, mais celui-ci tourne mal dès le début. Tu aimes la magie? Pas vraiment. D'accord. Howard cherche surtout un intérêt commun, tandis que Bernadette refuse calmement toutes ses idées, des jeux de rôle au chiot. Mais plus tard dans la soirée, ils finissent par se rapprocher en découvrant avec surprise qu'ils ont tous les deux des mères incroyablement dominatrices. Et à la fin, le rendez-vous est un véritable succès. C'est un rendez-vous. Ne serais-je pas une entremetteuse? Bernadette revient 4 épisodes plus tard, et on découvre qu'ils en sont déjà à leur 3e rendez-vous. Pourtant, Bernadette n'était initialement pas censée revenir. L'épisode se souciait si peu que le public se souvienne de son personnage que son nom n'est jamais prononcé, seulement inscrit au générique de fin. Roche confirmera plus tard. Je devais rester 1 semaine, puis ils m'ont demandé de faire quelques épisodes de plus. La raison est évidente. Dès leurs tout premiers instants à l'écran ensemble, il est évident que Rauch et Helberg ont une véritable alchimie comique en tant qu'interprètes. Du point de vue des personnages, Bernadette est tout de suite un parfait contrepoids aux pires défauts de Howard. Sa capacité naturelle à le laisser constamment déconcerté le fait immédiatement passer d'un registre lourdement lubrique à celui d'un névrosé inoffensif. Les filles, les nanas, les américaines juives. Mange juste ton dîner. Ne le prends pas trop au sérieux, il dit beaucoup de choses pour rire. Nous sommes sûrs qu'elle domine la situation et ne nous inquiétons pas pour elle, même si on sait qu'il est plutôt louche. Il y a aussi une certaine douceur dans tout cela. Le refus de Bernadette de céder à Howard en faisant semblant rend leur connexion d'autant plus forte quand ils partagent enfin quelque chose de vrai, et il est difficile de ne pas être touché par leur lien atypique. Howard, une fille ne sort pas avec un homme comme toi, avec ton apparence, ton baratin sophistiqué et tes mains baladeuses, si elle ne s'attend pas à ce qu'ils finissent par tenter quelque chose. Vu la controverse entourant Howard, on pourrait penser que les producteurs tentaient délibérément de changer son image avec cette nouvelle intrigue amoureuse. Mais Prady insiste que Laurie évitait la planification à l'avance et écrivait rarement la série en pensant à des intrigues à long terme. Prady explique que l'ajout de Bernadette et d'Amy Farrah Fowler, jouée par Maya Bialik, résulte naturellement de la narration, déclarant « Les personnages sont venus selon ce que les autres pensaient d'eux. Il n'y a jamais eu de plan ou de conception. » Mais intentionnellement ou non, les producteurs ont apparemment rapidement reconnu l'opportunité qu'ils s'étaient créée et ont tout de suite misé sur Bernadette pour réhabiliter leur personnage le plus problématique. Dès sa 2e apparition, elle demande à Howard de s'engager avant qu'ils ne couchent ensemble. « Je veux savoir si tu veux une relation ou un coup d'un soir. » Pour clarifier, il n'y a qu'une seule bonne réponse. À la fin de l'épisode, il est dans une relation stable avec une femme forte et intelligente qui sait comment le gérer. Roche, qui a développé la voix aiguë emblématique de son personnage en s'inspirant de sa mère, apparaîtra dans 5 autres épisodes de la saison 3. Durant cette période, le poste de Bernadette comme collègue de Penny au restaurant lui permettrait d'apparaître avec le reste de la distribution principale. Sa complicité comique était aussi forte avec les autres qu'avec Helberg, et elle deviendrait membre régulière de la distribution principale dès la saison 4. Intelligente, autoritaire et drôle, Bernadette s'est montrée un personnage étonnamment complexe. Son apparence bienveillante, sa petite taille et sa voix amusante cachaient qu'elle était en réalité une leader et compétitrice déterminée, refusant de se laisser marcher sur les pieds. Je vais rouler ce journal. C'est une fausse photo. Tu as de la cire dans les oreilles. L'homme a dit que c'est une photo normale. Elle était aussi capable de répliquer de façon cinglante quand la situation l'exigeait. Espèce d'imbécile! Qu'est-ce que tu as dit à Howard? Tu lui as dit qu'il se passait quelque chose entre nous? Parce qu'il le croit. Il est complètement en train de paniquer. Cela a fait d'elle l'un des personnages les plus régulièrement drôles de la série.
Bien qu'elle soit le membre du groupe qui a été au centre du moins d'intrigues, il est presque impossible d'imaginer comment la série aurait évolué sans elle. Elle allait devenir une amie pour Penny, Léonard et Amy, un amour secret pour Raj, et parfois une figure parentale pour Sheldon. Même si elle était parfois tyrannique et dure avec ses amis, elle restait une protectrice farouche, toujours prête à les défendre contre les autres ou les uns contre les autres. Tu ferais mieux de retrouver la mère de mon mari, parce que d'une façon ou d'une autre, nous quitterons cet aéroport avec une femme morte. Bien sûr, son rôle principal a toujours tourné autour de sa relation avec Howard. Son implication dans sa vie l'oblige à laisser derrière lui sa période de playboy en herbe. Pour le reste de la série, la plupart des histoires de Howard portent sur leur romance traditionnelle, un mariage sain et l'amour de leurs enfants. C'est un changement radical. Howard n'évolue pas soudainement. Certains de ses moments les plus glauques arrivent après l'arrivée de sa future femme. Par exemple, il a trompé Bernadette virtuellement en ayant une relation sexuelle en ligne avec une autre femme dans World of Warcraft, alors qu'elle était dans la pièce à côté. Même s'il surmonte cette histoire, beaucoup de fans n'ont jamais pardonné à Howard cette trahison. Mais malgré ses faux pas, dès l'arrivée de Bernadette, Howard était globalement sur la voie de devenir un homme meilleur. Helberg se rappelait avoir apprécié ce changement, trouvant plus amusant d'incarner le personnage à mesure que son cœur grandissait et qu'il perdait sa perversité. C'est facile à croire car, pour les téléspectateurs, Howard était aussi bien plus amusant à regarder après. L'ajout de Bernadette a résolu le problème Howard et a offert à la série l'un de ses personnages les plus mémorables du même coup. C'est là un vrai coup de génie. Ma mère m'a toujours dit de porter des sous-vêtements propres en cas d'accident. On a déjà eu un accident. Cela ne signifie pas qu'on n'en aura pas d'autres, surtout si je conduis. La pénurie de canards adhésifs n'était ni un épisode d'ouverture, ni un épisode final. Elle n'a pas introduit de nouveaux personnages importants, et il n'y avait pas d'invités spéciaux. C'était juste un épisode banal dans lequel Sheldon aide Penny à aller à l'hôpital après qu'elle ait glissé dans la baignoire, tandis que Léonard, Howard et Raj se défoncent dans le désert. Mais malgré le fait que même les scénaristes et les producteurs ne s'en rendaient probablement pas compte à l'époque, la pénurie de canards adhésifs était l'épisode parfait de The Big Bang Theory. Oui, c'était vraiment génial. Un traité et charnu en même temps. Diffusé pour la première fois sur CBS le 24 septembre 2007. The Big Bang Theory était une sitcom d'ensemble qui se concentrait principalement sur les physiciens de Caltech et colocataires Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper. Leur vie commence à changer lentement après que Leonard tombe amoureux de Penny, une actrice en herbe qui emménage dans l'appartement d'en face. Avec l'amitié entre Sheldon, Leonard et leurs collègues Howard et Raj, la romance entre Leonard et Penny était l'un des fils conducteurs de toute la série. Aujourd'hui, la plupart des fans considèrent l'amitié inattendue entre Sheldon et Penny comme la relation la plus forte et intéressante de la série. On dit improbable car les deux personnages sont aussi différents que possible. Je me demandais si tu pouvais peut-être m'apprendre un peu de physique. Un peu de physique ? Sheldon est le plus geek des geeks d'une série sur 4 brillants scientifiques. Très inadapté socialement, il ne s'intéresse qu'à la science et à la science-fiction. Deux choses qui n'intéressent absolument pas Penny, et Penny, de son côté, est une fêtarde. C'est le personnage le plus à l'aise socialement de la série, et ses centres d'intérêt incluent des choses comme ses vêtements, sa vie amoureuse et sa carrière d'actrice, dont Sheldon ne semble absolument rien comprendre. Naturellement, ces différences mettent les personnages en opposition, et dès le début, ils adorent se lancer des pics l'un à l'autre. Je croyais avoir senti de la pizza. C'est remarquable. Si le pepperoni était explosif, tu pourrais remplacer les bergers allemands dans nos aéroports. Malgré cela, une amitié naît entre eux, offrant certains des moments les plus mémorables des 2 premières saisons de la série. Ces moments incluent par exemple la scène culte de l'épisode L'anomalie de la pâte à crêpes de la première saison, où Sheldon malade convainc Penny, réticente de lui chanter Soft Kitty pendant qu'elle lui met du baume sur la poitrine. Mais ce n'est vraiment qu'à partir du 8e épisode de la 3e saison, le manque de canards adhésifs, que le plein potentiel du duo improbable formé par Sheldon et Penny deviendra réellement évident. L'épisode débute avec Leonard, Howard et Raj campant dans le désert pour observer une pluie de météores. Sheldon n'est pas avec eux, mais à cause de son caractère têtu, cela ne semble pas les déranger. Dommage que Sheldon n'ait pas pu venir. Oui, ce n'est pas pareil sans lui. Pendant ce temps, à la maison, Sheldon entend Penny appeler à l'aide depuis son appartement. Il se précipite et découvre qu'elle a glissé dans la douche et s'est déboîté l'épaule. Elle a besoin de son aide pour se lever, s'habiller et aller à l'hôpital.
Dès le début, il est clair que Sheldon n'est pas fait pour ce genre de tâche. Même si elle crie littéralement à l'aide, il s'arrête à chaque porte sur le chemin, la porte de l'appartement, la porte de sa chambre et la porte de la salle de bain, pour frapper et attendre la permission d'entrer. Et alors qu'elle est allongée sur le sol de la baignoire, manifestement souffrante, il reste debout, sans rien comprendre, dans l'embrasure de la porte, en expliquant pourquoi les baignoires sont glissantes et comment il a des autocollants en forme de canard sur le fond de la sienne pour éviter ce genre d'accident. Ils sont fantaisistes car les canards n'ont ni besoin ni la capacité d'utiliser des parapluies. Ces canards sont la source évidente du titre de l'épisode, et le fait que Penny n'en ait pas pourrait être vu comme une lacune. Mais comme l'épisode va bientôt le montrer, la véritable carence en canard adhésif est la même chose qui a rendu Leonard, Howard et Raj heureux d'être loin de Sheldon pendant un moment. À savoir, son incapacité à fonctionner dans le monde comme la plupart des autres personnes. Dès qu'il arrive dans la salle de bain de Penny, l'incapacité totale de Sheldon à comprendre les signaux sociaux est évidente. Quand Penny gémit de douleur, il parle de ses canards de douche. Et lorsqu'elle demande de l'aide pour ses vêtements, il critique le désordre de son tiroir à sous-vêtements. Je ne vois absolument aucun système d'organisation ici. Quelle culotte portes-tu le lundi ? Dans la voiture, Sheldon la fait attendre avec frustration pendant qu'il ajuste méticuleusement un rétroviseur pour devoir tout recommencer après avoir avancé son siège. Durant le trajet, il ignore ses demandes d'accélérer et lui fait la morale de façon impolie sur les dangers d'ignorer le voyant moteur, le rôle de Spock sur l'Enterprise et sur le fait que le caractère chinois tatoué dans son dos ne veut pas dire ce qu'elle croit. Finalement, à l'hôpital, Sheldon essaie d'aider Penny à remplir ses formulaires d'admission, mais il ne fait que l'épuiser. Elle le supplie d'arrêter d'être aussi obtus un instant et d'essayer au moins de la réconforter. Mais Sheldon n'a aucune idée de comment faire cela. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de lui dire d'une manière un peu étrange « Tout va bien se passer, Sheldon est là », tout en essayant maladroitement, et sans succès, de trouver un moyen de la réconforter par un contact physique. Merci, c'est bien mieux. Finalement, ils se retrouvent chez eux où Penny, sous antidouleur, demande à Sheldon de l'aborder. Même sous l'effet des médicaments, elle lui donne une dernière chance de se montrer attentionnée en lui demandant de chanter Soft Kitty pour elle. Il hésite au début, mais finit par lui donner ce qu'elle veut. À la fin de la chanson, elle lui sourit rayonnante, ayant au moins reçu un minimum de chaleur humaine sincère. C'est un moment incroyable, car l'anomalie de la pâte à crêpes a établi que la mère de Sheldon lui chantait Soft Kitty quand il était malade. Penny, un personnage doté d'une grande intelligence émotionnelle, finit par comprendre que c'est la seule façon de réconforter quelqu'un que Sheldon comprend vraiment. Et sa joie de pouvoir lui apprendre à prendre soin d'elle comme elle l'a fait pour lui quand il était malade est évidente. C'est une leçon qu'elle seule pouvait lui enseigner, et cela prouve que les mêmes qualités qui font de Sheldon et Penny des opposés font aussi d'eux des amis idéaux. Petit chat doux, petit chat chaud, petite boule de poils. J'ai toute la nuit, Sheldon. La pénurie de canards adhésifs propose certains des meilleurs dialogues et blagues de la série, permettant à Leonard, Howard et Raj de sortir brièvement de l'ombre de Sheldon pour être loufoques ensemble. C'est aussi l'épisode où Parsons et Cuoco ont prouvé leur excellente alchimie comique dans la série. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que presque tous les épisodes où ils passent beaucoup de temps à l'écran ensemble sont pratiquement garantis d'être hilarants. L'épisode « Le vortex de la chasse au trésor » de la saison 7, où il s'allie pour gagner une chasse au trésor, en est un bon exemple. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut commencer par les bords. Il n'existe pas de méthode unique. Sheldon a déjà assemblé quelques pièces. Eh bien, démonte-les et commence par les bords. Mais ce qui rend vraiment la pénurie de canards adhésifs parfaite, c'est ce que cela apporte aux personnages de Sheldon et Penny, ainsi qu'à leur relation, le déclic. Elle l'aide à réaliser sa première véritable évolution significative dans la série jusqu'à ce moment-là, et cela confirme que son comportement insupportable n'est pas malveillant, mais découle réellement d'une incapacité à comprendre comment se comporter. Le fait qu'elle cherche son côté humain et refuse de le voir seulement comme un imbécile montre qu'elle n'est pas aussi indifférente à lui qu'elle le paraît souvent. Ça ressemble à ce film Walleux à la fin. Tu es tellement pleine d'amour et tu peux sauver une plante et faire sortir les gros de leur fauteuil flottant. C'est peut-être pour ça que, plus tard dans la série, Penny devient un peu comme une grande sœur pour Sheldon. Dans les épisodes suivants, elle le protège farouchement de ceux qui le comprennent moins bien que lui. Face aux épreuves du quotidien, elle sera plus présente pour lui que tout autre membre de son groupe d'amis. L'exemple parfait est l'expérience de la célébration de la saison 9, où Penny persuade un Sheldon stressé de quitter la salle de bain pendant sa fête d'anniversaire avec des célébrités.
Si tu as besoin de passer ton anniversaire dans une salle de bain, je suis heureuse de le faire avec toi. Tout le monde va penser que je suis bizarre. De la même manière, Sheldon essaie toujours de prendre soin de Penny quand il pense qu'elle en a besoin. Certes, cela arrive beaucoup moins souvent dans la série et ses efforts semblent souvent condescendants. Mais des épisodes comme l'Occupation de la saison 7, la recalibration montre que Sheldon soutient Penny, qui quitte son travail pour devenir actrice, contrairement à Leonard, ce qui prouve son attachement à elle. Grâce à l'évolution de leur relation amorcée dans La déficience du canard adhésif, Sheldon et Penny deviennent de proches amis, capables de se confier des secrets qu'ils ne partagent même pas avec leur conjoint. Leur lien n'est jamais présenté comme autre chose que platonique, mais il est si fort et émotionnellement intime que leurs partenaires respectifs ont, à différents moments, du mal à le comprendre. J'ai décidé de suivre ton conseil et j'ai organisé un rendez-vous avec Amy Farrah Fowler. Oh, c'est super, amuse-toi bien. Attends, tu dois me conduire. Quoi? Ce type de relation complexe est rare dans les sitcoms et c'est justement l'idée. L'amitié entre Leonard, Sheldon, Howard et Raj était vraiment amusante. Et la romance entre Leonard et Penny était sans aucun doute très bien réalisée. Mais ces relations sont toutes deux assez classiques pour ce genre de série. L'amitié entre Sheldon et Penny, en revanche, était quelque chose de totalement unique à The Big Bang Theory. C'est pourquoi tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui et pourquoi l'épisode qui a défini cette relation était absolument parfait. Impossible de croire qu'un tuyau ait éclaté et laissé ça. Il n'y a pas de tuyau éclaté. Comment tu sais ça? Alors, c'est quoi? Salut les gars, quelqu'un prépare de la soupe. Télévision et comédie forment sans doute le meilleur combo. Parce que vous soyez affalé sur le canapé après une longue journée ou que vous rattrapiez le dernier épisode avec vos proches, rien ne vaut un bon rire. Mais de nos jours, la comédie télévisée s'accompagne souvent de son lot de complications. Chargée d'émotions, ouvertement subversive et parfois étonnamment violente, cette vague actuelle de programmes modernes semble carrément sérieuse. Alors, qu'est-il arrivé au rire en boîte et aux sitcoms décontractés d'autrefois? Ouais, c'est drôle. C'est étrange car la situation n'est pas drôle. Je sais, mais les rires me disent que c'est drôle. Ils ont du timing, mec. Ils ont vraiment du timing. Depuis 75 ans, les Emmy Awards servent à honorer les réalisations des plus grandes stars de la télévision. Pour prouver l'importance de l'humour à la télévision, l'Académie des arts et des sciences de la télévision a créé une catégorie comédie aux Emmy Awards seulement 4 ans après leur lancement. Avec ses critiques récurrentes sur l'humour télévisé et la popularité de la comédie, on pourrait croire que les votants des arts télévisuels ne pouvaient se tromper. Mais en réalité, le Primetime Emmy Award de la meilleure série comique est devenu la catégorie la plus controversée de l'histoire de l'Académie. Même s'il est facile de blâmer les votants des Emmy, le fait que les listes de nominés aient triplé révèle surtout le triste état des comédies télévisées. Lorsque l'Académie a publié sa liste de nominés pour le prix de la meilleure comédie 2024, il était impossible de ne pas remarquer certains changements majeurs. Parmi les 8 comédies télévisées nommées, une série se démarquait comme un cheveu sur la soupe. Parce que, dans une mer de séries HBO truffées de grossièreté, d'anomalies de genre et de déclarations sociales passionnées, il ne restait qu'une seule sitcom. Abbott Elementary, faites du bruit! La sitcom, ou comédie de situation, est un genre spécifique qui repose sur un lieu fixe et un groupe de personnages récurrents. Contrairement aux comédies de sketch, les sitcoms permettent au public de s'identifier à des personnages drôles et à des décors familiers. Bien que la première sitcom, Pin Right to Progress, 1946, ait été produite de l'autre côté de l'Atlantique, les sitcoms américaines sont vite devenues populaires. Abbott Elementary n'a pas de rires enregistrés, mais dans un monde d'humoristes lourds et de gangsters souriants, le faux documentaire d'ABC reste très classique. La créatrice et vedette de la série, Quinta Brunson, dépeint une école sous-financée dans une grande métropole. Et même si certains moments sont difficiles, contrairement au drame anxiogène de The Bear, Abbott Elementary paraît tout à fait charmante. Ah, vous travaillez pour le district scolaire? Oui. Oh, vous savez que ces écoles sont cruellement sous-financées. Oui. J'y travaille. Prenons juste la photo. D'accord. Avant la récente vague de comédies de situations sérieuses aux Emmy Awards, les sitcoms légères comme Abbott Elementary dominaient. Dans les années 1950, I Love Lucy a dominé avec 2 victoires et plusieurs nominations. Dans les années 60, Bob Newhart, Andy Griffith et Dick Van Dyke ont dominé les écrans. Dans les années 70, Mary Tyler Moore et Tous dans la famille avaient pris la tête. Et pendant les années 80, 90, puis dans les années 2000, la sitcom américaine semblait inarrêtable. États-Unis? États-Unis! États-Unis!
il est facile de voir les nominations aux Emmy Awards 2024 comme un signe de changement radical. Mais en réalité, cette vague de comédies télévisées sombre ressemble plutôt à un lent filet d'humour noir et de récits poignants. Comme mentionné, Tous en famille était une force majeure dans les comédies télévisées des années 70. En fait, la série a été nommée aux Emmy Awards chaque année pendant ses 9 saisons. Au final, Tous en famille a remporté 4 de ces prix. C'était une sitcom classique hilarante avec les rires enregistrés alors de rigueur. Puis-je savoir ce que nous allons manger pour le dîner ce soir? Rien. Mais sous les répliques cinglantes et la distribution célèbre de la famille Bunker, il y avait des sujets vraiment audacieux. Avec des intrigues centrées sur des sujets allant du racisme, de la guerre du Vietnam et des modes de vie différents, Tous dans la famille s'adressaient directement à un public confronté à ces mêmes défis. Comparer équitablement une sitcom ancienne comme Tous dans la famille à une comédie actuelle comme Abbott Elementary est impossible. Mais en mettant de côté le sujet et les normes sociales, on peut voir un fil conducteur entre les deux en ce qui concerne ce que le public attend de sa comédie télévisée. Du rire avec du cœur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de te dire? Que si tu ne fais pas bien ton travail, tu vas te faire virer? Pierre. Il a marmonné et je n'ai pas entendu. Et quand on regarde la longévité de All in the Family, cette tendance sérieuse si courante aujourd'hui est très évidente. Par exemple, dans le double épisode spécial de la 8e saison pour le 50e anniversaire d'Edith, la famille Bunker fait face à un crime dévastateur. Ces épisodes acclamés montrent que All in the Family a repoussé des limites qui nous marquent encore aujourd'hui. Et cela amène à se demander si même une série aussi brillante qu'Abbott Elementary peut aller aussi loin. Parce que comment affronter la part sombre de l'humanité tout en restant, eh bien, drôle. Tu as entendu ça ici, insoumis? Fugitif de la justice, tu sais, le FBI, ça te dirait que le FBI vienne dîner chez toi? Oh, Archie, on n'a pas assez de dinde. En abordant aussi des thèmes matures à l'époque des sitcoms, MASH a révolutionné la télévision. Située pendant la guerre de Corée, cette comédie CBS mettant en scène des médecins militaires excentriques a connu un immense succès auprès du public comme de l'Académie. Au cours de ces 11 années remarquables, MASH a reçu un nombre impressionnant de nominations et 14 récompenses. Et pour une série qui abordait des thèmes extrêmement lourds, il semblait que le public avait soif d'intensité. En observant les gagnants et nominés d'aujourd'hui, on voit clairement que ce sens classique de la retenue a empiré. Dans une série comme MASH, située dans une communauté en guerre, la perte et la mort prématurée sont inévitables. Et MASH aborde ces thèmes avec le soin d'un chirurgien. La guerre n'est pas l'enfer. La guerre, c'est la guerre. L'enfer, c'est l'enfer. La guerre est pire. Comme pour dire, nous savons que vous êtes venus ici pour rire, alors nous garderons les choses les plus dures hors écran. La série comique Axe, lauréate de l'Emmy de la meilleure comédie en 2024 a, quant à elle, choisi de traiter ces scènes lourdes, eh bien, un peu différemment. Ancrée dans le stand-up et la vie privée des célébrités, la série bascule souvent vers des ambiances plus dures. Il est facile de remplacer les dures réalités par le sensationnalisme. En grandissant avec des contenus plus adultes comme MASH, la frontière entre comédie et violence s'estompe. Mais Hacks n'échappe pas au sensationnalisme de la télévision moderne. Bien qu'il y ait toujours eu des nominés kitsch aux Emmy, What We Do in the Shadows l'emporte. Avec une ambiance de sitcom mockumentaire proche d'Abbott Elementary, What We Do in the Shadows pousse la subversion à l'extrême. C'est mon pote, c'est mon gars sûr, mon soldat pourri, c'est mon petit fromage, mon bon vivant. Bien que les comédies surnaturelles soient reconnues depuis longtemps, il suffit de regarder la série Le fantôme de Madame Muir, nommée aux Emmy Awards en 1968. La lignée de What We Do in the Shadows s'enracine dans l'horreur. Il y a quelques décennies, des sitcoms au format mockumentaire comme Abbott et Shadows dominaient les Emmy Awards. Adaptant The Office de la BBC, NBC a été un pionnier de ce genre en plein essor. Après leur série primée aux Emmy Awards, la chaîne a lancé Parks and Recreation, également salué par la critique. HBO a aussi tenté cette nouvelle génération de comédies de bureau avec VIP, récompensée par plusieurs Emmy Awards. Sue. Le président a-t-il appelé? Non. Et bien que les exploits de sa star de sitcom familière soient adultes et hautement politiques, VIP a respecté la formule de ses prédécesseurs. La comédie avant tout. Eh bien, va te faire foutre, grande perche salie. Mais aucune de ces séries comiques en faux documentaire n'a approché la domination incontestée de la concurrente ABC. Car lorsque Modern Family est arrivé sur la scène, l'Académie comme les téléspectateurs avaient trouvé leur nouvelle série chouchou. Avec 5 victoires d'affilée, Modern Family reste à égalité avec Frasier pour le record d'Emmy en comédie, mais la tendance commence à changer. Alors que les sitcoms en faux documentaire étaient récompensés, un nouveau style de comédie télévisée a émergé. Avec l'émergence de plateformes comme Netflix et Amazon Prime,
des comédies résolument adultes ont passionné les abonnés. Grâce à leur succès d'audience et à l'accent sur l'émotion, des séries comme Orange is the New Black, Master of None et Transparent ont rapidement été nommées aux Emmy. Mais c'est peut-être en 2018 que la comédie télévisée a véritablement plongé dans des eaux inconnues. Les nominés comme Blackish, Unbreakable Kimmy Schmidt, Larry et son nombril et même Silicon Valley ressemblaient fortement aux nominations aux Emmy d'autrefois. Mais le drame flamboyant de Glow, les réalités stylisées d'Atlanta et la violence extrême de Barry représentaient une réalité totalement nouvelle. Au final, la fabuleuse Madame Maisel d'Amazon Prime a remporté le prix en 2018, mais même cette version semi-biographique de la vie d'une humoriste offrait plus de drame que de rire. Ces éléments dramatiques ne sont pas nouveaux dans la comédie télévisée. Bien avant que The Big Bang Theory ne devienne la dernière série comique primée avec des rires enregistrés, les années Coup de cœur a séduit les électeurs et les téléspectateurs avec une approche discrète et réaliste des histoires d'apprentissage. Bien qu'elle soit très stylisée et cérébrale, la série Reservation Dogs de 2024 est peut-être l'analogue le plus proche des comédies ponctuées d'émotions comme les années Coup de cœur. Elle est bien trop surréaliste et incisive pour rappeler véritablement le passé de la dramédie. Même si des comédies comme Larry et son nombril sont parfois sélectionnées aux Emmy Awards, les humoristes les plus déjantés de la télévision sont écartés depuis plus de 10 ans. Sitcom la plus longue de l'histoire américaine, It's Always Sunny a toujours su offrir plus de rire et attirer plus de fans que la plupart des autres séries. Avec aucune nomination aux Emmy Awards, cela renforce encore la légende de la série. Je veux dire, je suppose que c'est nous. Après tout, tu sais, c'est nous. Qu'ils aillent se faire voir. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime bien ce qu'on est. On peut garder espoir que Philadelphia reçoive enfin ce qu'elle mérite, et que des nominations pour la défunte série Curb Your Enthusiasm soit un beau geste envers la vraie comédie. Mais ces moments, à faible intensité dramatique, proviennent des séries créées à l'âge d'or des sitcoms de réseau, une époque désormais lointaine. À ce stade, beaucoup se demandent ce qu'il faut pour qu'une véritable comédie soit développée pour la télévision. Mais peut-être que le vrai problème réside dans une évolution des goûts. Les sitcoms standardisés existent toujours, mais il semble que nous ayons dépassé leur plaisir simple. Les rires enregistrés accompagnent encore les reboots et les remakes de sitcoms classiques, mais qui y pense vraiment? Peut-être que les scénaristes de la comédie moderne ne cherchent pas le même public qu'un Frasier ou un Seinfeld. Et pour les futurs votants des Emmy Awards, il y a peut-être une volonté de mettre en avant des histoires avec des récits de qualité, plutôt que des blagues incessantes. Avec davantage de séries dramatiques à succès, il n'y a peut-être plus de place pour des programmes à la fois un peu drôles et très sérieux. Peu importe la raison du déclin des comédies télévisées acclamées, une chose reste claire. Le public regrette les rires. Et que ce soit à travers le regard rétro d'une sitcom classique ou d'un nouveau genre hybride, nous espérons tous le retour d'une bonne vieille blague. Mais je voulais vraiment un prix, quand même. J'en rêvais vraiment. Je n'aurais pas dit non à un. Je n'arrive pas à croire qu'on soit mariés. C'est officiel. Traditionnellement, on doit accrocher les draps dehors pour que les villageois sachent qu'on a consommé le mariage. Ainsi a débuté la 12e saison de The Big Bang Theory. À ce moment-là, la série comptait déjà plus de 250 épisodes à son actif. Mais elle était encore tellement populaire que CBS a proposé de la renouveler pour au moins 2 saisons supplémentaires. Oh, super. 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 Ce succès dépassait les rêves de la plupart des acteurs et producteurs TV. On penserait qu'il serait évident de poursuivre la série adorée. Mais si vous êtes fan, vous savez déjà que ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de continuer encore 2 saisons, The Big Bang Theory a explosé. Je suis fier d'annoncer que nous avons les stars de la comédie télévisée la plus explosive, dont l'épisode final a été diffusé ce soir après 12 saisons. Diffusé pour la première fois sur CBS en septembre 2007, The Big Bang Theory suivait la vie des physiciens de Caltech et colocataires Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter, interprétés par Jim Parsons et Johnny Galecki, ainsi que leur voisine Penny, jouée par Kaley Cuoco. Co-créée par Chuck Lorre et Bill Prady, la série est rapidement devenue un immense succès et a fait de ses acteurs de grandes stars, en particulier Jim Parsons, qui a remporté 4 fois l'Emmy du meilleur acteur principal dans une série comique pour son interprétation de Sheldon. J'avais déjà accompli plus que la plupart d'entre vous ne pourraient jamais espérer accomplir, malgré mon coucher à 9h. Bien sûr, la grande majorité des sitcoms perdent en popularité avec le temps, mais The Big Bang Theory est restée si populaire pendant si longtemps que même une décennie entière après ses débuts, elle était encore assez puissante pour donner naissance au spin-off à succès, Young Sheldon, qui a ensuite engendré un autre spin-off, George and Mandy's First Marriage. Et c'est pourquoi ce fut si surprenant lorsqu'en août 2018, il a été annoncé que la 12e saison de la série serait la dernière. Ces annonces n'ont pas expliqué pourquoi la série s'arrêtait. Et comme dit plus tôt, la chaîne n'était pas vraiment ravie de son départ. Ils voulaient au moins 2 saisons de plus,
tout comme le showrunner Chuck Lorre, ainsi que la plupart des acteurs. En janvier 2019, environ 5 mois avant le dernier épisode, Parsons a annoncé que la série s'arrêtait car, au début de la saison 12, il avait informé les scénaristes et producteurs qu'il voulait passer à autre chose. À l'époque, Parsons affirmait qu'il n'avait plus rien à explorer créativement. Selon lui, ce n'est pas qu'on ne pouvait pas continuer, mais on avait déjà tout exploité. Et étant donné que la 12e saison porterait le nombre total d'épisodes de la série à 279, en faisant la série multicaméra la plus longue de l'histoire de la télévision, il n'est pas difficile de comprendre son point de vue. Parsons a également indiqué qu'il craignait de devenir trop âgé pour jouer le personnage de façon crédible, et il n'était pas sûr de pouvoir porter les t-shirts de Sheldon beaucoup plus longtemps sans avoir l'air trop vieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je suis Flash, je viens de toquer 30 000 fois. Quand les discussions sur une 13e saison ont commencé, Parsons savait qu'il devait agir. Dans une interview donnée la veille de la diffusion du dernier épisode, il a déclaré « C'était la première fois que je ressentais cela en travaillant sur cette série, et j'ai pensé ne pas vouloir signer un autre contrat après la 12e saison. » En 2020 cependant, Parsons a parlé avec l'acteur de Doctor Who, David Tennant, dans son podcast, et a admis qu'il sentait déjà que son temps dans la série touchait à sa fin lorsqu'il a signé son dernier renouvellement de contrat de 2 ans à la fin de la saison 10. Et il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il ressentait cela. La série a vraiment commencé avec le tournage de son pilote original non diffusé en 2006. Sheldon et Leonard sont les seuls personnages familiers à apparaître dans cette version, mais cela signifie qu'en 2019, Parsons jouait en fait Sheldon depuis 13 ans, et il était prêt à essayer de nouvelles choses en tant qu'acteur. Cette ambition se reflète dans son CV durant les dernières saisons de la série, qui inclut des apparitions dans la pièce de Broadway de 2015, An Act of God, ainsi que dans la reprise à succès de 2018, The Boys in the Band. Il a aussi eu un second rôle dans Les Figures de l'Ombre en 2016 et un rôle principal dans A Kid Like Jake en 2018. Selon Parsons, il a commencé à se sentir dépassé. Travailler sur une sitcom prend énormément de temps, et tourner 24 épisodes de The Big Bang Theory par saison, tout en gérant ses autres projets et engagements, l'avait laissé épuisé. Est-ce que tu dis ça parce que ces choses sont indicibles? Cela lui laissait donc très peu, voire pas du tout, de temps à passer avec son mari, le directeur artistique Todd Spiewak. La santé déclinante de leur chien de 14 ans n'arrangeait rien. L'acteur a commencé à en vouloir au fait qu'il devait se dépêcher d'aller tourner des publicités alors qu'il aurait préféré être avec son animal malade. Un soir, pendant une représentation de The Boys in the Band, Parsons a glissé et s'est cassé le pied en saluant le public, atteignant ainsi son point de rupture. Selon Parsons, je me sentais au bord d'une falaise, je vacillais et je voyais quelque chose de très sombre en contrebas. Ce tourbillon d'événements chargés en émotions a poussé l'acteur à repenser le rythme de sa vie. Parsons a dit à Tenet qu'il avait compris que son père était mort à 52 ans, seulement 6 ans de plus que lui durant la saison 12 de Big Bang. Cette prise de conscience macabre lui a apporté de la clarté et il a décidé de ralentir pour profiter de sa vie. Tout cela, à son tour, a conduit Parsons à finalement informer Lorre qu'il quitterait la série. Lorre, de son côté, aurait été choqué par cette révélation. La série employait des centaines de personnes qui se retrouveraient vite sans emploi si elle s'arrêtait. Parsons pensait que la série pouvait continuer sans lui, mais les fans de The Office pourraient ne pas être aussi optimistes. Cette série a choisi de continuer après le départ de Michael Scott, joué par Steve Carell. Michael, cependant, était le personnage principal autour duquel toute la série était construite, et Steve Carell en était la plus grande star, donc les critiques et le public étaient naturellement sceptiques, et ce scepticisme s'est avéré être entièrement justifié. Je déclare faillite! Les producteurs ont recruté de grands talents pour remplacer Michael Scott, mais cela n'a pas marché et la série a perdu en qualité. De même, Sheldon était depuis longtemps devenu le personnage central et emblématique de The Big Bang Theory, et c'est sur cette base que Lorre et la chaîne n'étaient pas d'accord avec l'acteur et ont conclu que sans lui, The Big Bang Theory devrait s'arrêter. La décision de Parsons a été annoncée aux autres acteurs dans le bureau de Lorre et ils ont tous été totalement surpris. Des années plus tard, Galecki révélera avoir été contrarié par la gestion de cette affaire et suggérera que Parsons aurait dû d'abord en parler aux autres acteurs pour les préparer à sa décision. Mais c'est Coco, pensant que la réunion annonçait une 13e saison, qui a été la plus touchée. En comprenant la situation, l'actrice aurait fondu en larmes et eu du mal à regarder Parsons lors de la lecture du script le lendemain. Plus tard, elle racontera « Je ne pouvais plus respirer. C'était comme un deuil. La décision a créé des tensions entre les 3 acteurs principaux lors de la dernière saison. Mais comme Coco l'a reconnu plus tard, ils s'accordaient tous pour dire que la série ne pouvait continuer sans Sheldon. Parsons, pour sa part, continuerait à assumer la façon dont il a géré les choses, mais le temps guérit toutes les blessures. Et à ce que nous sachions, il n'y a plus aucune rancune entre eux aujourd'hui. Après The Big Bang Theory, Parsons aurait plus de temps pour sa famille et pourrait diversifier sa carrière.
Il apparaîtrait dans des films comme l'adaptation de The Boys in the Band en 2020, spoiler alert, en 2022, et il ferait son retour au théâtre en 2024. Des productions de Broadway comme Mother Play et Our Town, ainsi que la reprise off-Broadway en 2022 de la pièce A Man of No Importance de Terrence McNally, et il ferait même plus de télévision, apparaissant dans la série Hollywood de Netflix en 2020 et, bien sûr, restant impliqué dans Young Sheldon. Tu écris tes mémoires ou un roman fantastique? Pour ta gouverne, le mot mémoire vient de mémoire, et ses souvenirs sont les miens. Cuoco a ensuite produit et joué dans The Flight Attendant, qui a battu le record du plus grand lancement de tous les temps sur HBO Max, et lui a valu sa première nomination aux Emmy Awards comme meilleure actrice principale dans une comédie. Elle a d'abord désapprouvé la fin de The Big Bang Theory avec Penny enceinte, mais a ensuite vu la conclusion comme une bénédiction. Nous sommes satisfaits, car bouleverser l'alchimie du casting de The Big Bang Theory aurait été une grosse erreur. Toutes les bonnes choses, même les sitcoms les plus réussis, doivent finir un jour. Les fans n'aiment peut-être pas ça et l'équipe ainsi que les acteurs ne sont peut-être pas d'accord, mais tôt ou tard, ça finira par arriver. Le mieux pour une série est de s'arrêter à sa manière, comme l'a fait Jim Parsons. Avoue-le, il a été adopté. Comment pourrais-je être adoptée alors que j'ai une sœur jumelle? Réfléchis, singe, réfléchis. Ça suffit, personne n'est adopté. J'aimerais bien l'être. Ça peut toujours s'arranger. C'était un extrait de Young Sheldon, une série dérivée du méga succès de CBS, The Big Bang Theory. Aujourd'hui, dans un monde rempli de reboots, de remakes et de suites, créer une série dérivée réussie d'une série télévisée adorée est extrêmement difficile. Créer une série dérivée meilleure que son original adoré est presque impossible. C'est pourquoi nous sommes stupéfaits de dire que Young Sheldon a peut-être relevé ce défi. Bonjour Dr Bowers, ici Sheldon Cooper. J'ai besoin de plus d'anesthésie, pas pour un problème dentaire, mais pour retourner en transe et communiquer avec Thoth, le dieu du savoir. Créé par Chuck Lorre et Bill Prady, The Big Bang Theory a débuté en septembre 2007. La série suivait un groupe d'amis geeks d'une vingtaine d'années vivant à Pasadena, en Californie, et au centre de ce groupe se trouvait Sheldon Cooper, un physicien théoricien de Caltech doté d'un QI de génie, d'un esprit acéré et d'une personnalité enfantine. Malgré un certain côté méchant, je taquine le géologue, bien sûr, mais c'est seulement parce que je n'ai aucun respect pour cette discipline. Sheldon, joué par Jim Parsons, est devenu le personnage révélation de la série et une icône de la culture populaire. Sa popularité auprès des fans comme des critiques a été l'une des principales raisons pour lesquelles la série a duré un nombre impressionnant de 279 épisodes sur 12 saisons, remportant 7 Emmy Awards sur 46 nominations. D'un autre côté, The Big Bang Theory n'était pas exactement adoré par tout le monde. La série a souvent été critiquée pour son humour souvent sexiste et misogyne, ainsi que pour cette habitude aliénante qui consistait à faire de la culture geek, même qu'elle prétendait représenter la cible principale de la plupart de ses blagues. Néanmoins, en tant que l'une des sitcoms les plus regardées de son époque, The Big Bang Theory s'est finalement arrêté au sommet, ne mettant fin à sa diffusion que parce que Jim Parsons avait décidé de passer à autre chose plutôt que de participer à une 13e saison. Cependant, il ne s'éloignait pas vraiment, du moins professionnellement parlant, car dès novembre 2016, CBS avait entamé des négociations pour créer un spin-off centré sur un jeune Sheldon Cooper. Proposé aux producteurs de The Big Bang Theory par Jim Parsons, la série a été commandée en mars 2017. Elle débute en septembre, diffusée en même temps que les 2 dernières saisons de The Big Bang Theory, qui servirent de tremplin en présentant parfois des membres du casting dans des rôles invités reliant les 2 séries. Si tu regardes ceci, je suppose qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quelque chose qui te fait tout remettre en question. Je suis tellement intelligent. Comme mentionné, pour créer un spin-off, les créateurs ont 2 options principales. La première, la plus courante, consiste à faire un clone à peine déguisé. Ce spin-off ressemble à son prédécesseur, mais propose parfois un angle différent, un casting majoritairement nouveau et un autre lieu ou époque. Par exemple, NCIS et New York, police judiciaire, illustre ce modèle. Son avantage, si les fans aiment l'original, ils voudront souvent voir plus du même type. Cela dit, l'histoire de la télévision était jonchée des cadavres de spin-off qui ont tenté d'imiter le style et le ton de leurs prédécesseurs. Des séries comme Joey, That 80s Show et How I Met Your Father, par exemple, donnaient simplement l'impression d'être de pâles imitations de Friends, That 70s Show et How I Met Your Mother, et aucune d'entre elles n'a réussi à reproduire le succès de leurs séries d'origine respectives. L'autre façon de créer un spin-off est de choisir un personnage marquant de la série originale et de bâtir une série complètement différente autour de lui. C'est une approche risquée, car voir un seul personnage qu'ils reconnaissent ne va pas forcément convaincre le public de regarder une série à laquelle il n'aurait pas accroché autrement. À l'inverse, proposer aux fans un univers unique qui paraît toujours lié à l'original peut parfois atténuer leur nostalgie
et éviter que le spin-off soit vu comme une déception. Ce n'est pas une garantie de succès, mais les séries ayant choisi cette seconde voie comptent parmi les spin-offs les plus réussis, comme Frasier et Better Call Saul. Peut-être aussi que The Big Bang Theory diffusait encore des épisodes et ne voulait pas concurrencer une série similaire, d'où le choix des producteurs pour Young Sheldon. En fait, ce qu'ils ont proposé était tellement différent que si vous ne le saviez pas à l'avance, vous ne vous rendriez probablement pas compte qu'il s'agissait d'une préquelle de The Big Bang Theory. Conformément au code vestimentaire et de présentation des étudiants, ce garçon porte une tenue de sport en dehors de la zone autorisée, et le chemisier de cette fille est diaphane, ce qui signifie que je peux voir son soutien-gorge. Co-créé par Laurie et Stephen Malero, Young Sheldon suit le jeune prodige du même nom alors qu'il grandit avec sa famille dans l'est du Texas à la fin des années 80. Cette famille réunit la mère de Sheldon, Mary, très protectrice et religieuse, son père George, entraîneur de football pas très futé mais au grand cœur, son frère aîné Georgie, peu brillant, sa sœur jumelle Missy, au franc-parler, et sa grand-mère maternelle sarcastique, surnommée Mima par Sheldon. Largement appréciée par les critiques et les fans, Young Sheldon a duré 141 épisodes sur cette saison. Et à une époque où la plupart des séries ont de la chance si elles survivent à 2 saisons de 8 épisodes, cela en fait un succès incontestable. Il est donc difficile de ne pas se demander ce qui a fonctionné. Eh bien, pour commencer, Young Sheldon était une série très différente de sa prédécesseur. Stylistiquement, The Big Bang Theory était une sitcom multicaméra avec rire enregistré, tandis que Young Sheldon utilisait un format monocaméra sans rire. Structurellement, Young Sheldon reliait ses histoires par la voix du Sheldon adulte, en narrateur omniscient, ce qui manquait à la série originale. Dans toute crise réelle, la réaction par défaut de ma famille est une panique irréfléchie. Sean va mourir. Sean va mourir. Ou une indifférence totale. Oh mon Dieu! Donner au spin-off une apparence et une ambiance différentes répondait en partie à l'évolution des sitcoms, mais cela a aussi donné l'impression que l'univers de Big Bang était plus vaste dès le début. The Big Bang Theory, comme Friends ou How I Met Your Mother, appartenait aussi à un genre de sitcom centré sur les relations amoureuses et la vie professionnelle de jeunes adultes urbains. En contraste frappant, son spin-off situé en milieu rural était une série familiale centrée sur un enfant. Ainsi, elle rappelait davantage les années coup de cœur ou Malcolm, 2 séries très influentes. Young Sheldon bénéficiait aussi d'excellents personnages et d'un très bon casting. Sheldon lui-même est interprété par Ian Armitage, de la série à succès de HBO Big Little Lies, qui n'avait que 9 ans lorsque Young Sheldon a débuté. Reprendre un personnage emblématique, même à un âge différent, comporte toujours le risque d'aliéner une base de fans déjà existante. Mais dire qu'Armitage était parfait pour son rôle serait en deçà de la vérité. Soutenu par la voix off de Parsons dans le rôle de Sheldon adulte, les deux se combinent parfaitement pour offrir une version plus complète du personnage que ce qu'on avait vu dans Big Bang. On pourrait en dire autant des membres de la famille de Sheldon. À l'exception de George Senior qui est décédé avant les événements décrits dans la série originale, ce sont tous des personnages qui étaient apparus dans Big Bang, d'une manière ou d'une autre. Avec de jeunes acteurs pour le spin-off, chacun gagne en profondeur et en ampleur, bien plus que dans la série originale. L'effet est particulièrement saisissant dans le cas de la mère de Sheldon, Mary, qui est interprétée par Zoe Perry, la fille de l'actrice Laurie Metcalf dans la vie réelle, laquelle jouait Mary dans la série originale. Dans Young Sheldon, les Cooper forment une famille très ordinaire, à laquelle on peut facilement s'identifier, qui s'efforce de vivre avec un garçon, génie un peu étrange. Ils sont très différents de l'entourage de Sheldon dans Big Bang, offrant à ce dernier une dynamique totalement nouvelle pour évoluer. Ce changement radical de contexte ouvre un monde de nouvelles histoires autour du personnage qui complète, sans empiéter ni rallonger inutilement, ce que les fans avaient vu dans la série originale. Contente que ça t'ait plu. Alors Sheldon, qu'as-tu pensé de ton premier cours de physique théorique ? Je pense que je vais faire ça toute ma vie. Bon choix. Par exemple, saison 2, épisode 22, un truc scientifique suédois, et l'équation de Toast. Cet épisode émotionnellement difficile montre Mary inquiète de ce qui se passera si personne ne vient à la fête du prix Nobel à laquelle Sheldon a invité toute l'école. Ce mercredi matin, le prix Nobel de physique sera annoncé. Je vous invite à suivre l'annonce en direct à 5h dans mon garage et vivre ce moment historique ensemble. Puis ramasser les morceaux quand personne ne vient et que le héros de Sheldon ne gagne pas. Cet épisode poignant devient porteur d'espoir en montrant les jeunes versions des futurs amis de Sheldon dans Big Bang. Plus important encore, le changement d'univers narratif s'accompagne d'un ton radicalement différent. La sensibilité comique douce et sincère de Young Sheldon est à bien des égards l'antithèse de l'humour cru, provocateur et parfois offensant de Big Bang. En fait, il n'est probablement pas exagéré de dire que Young Sheldon pourrait même être le genre de série qui pourrait facilement plaire à ceux qui détestaient Big Bang.
En somme, cette série se suffisait à elle-même, et il n'était pas nécessaire d'avoir vu Big Bang pour comprendre ce qu'elle apportait. Et c'est peut-être pour ça que Young Sheldon a duré aussi longtemps et a maintenant son propre spin-off. Georgie and Mandy's First Marriage a débuté en octobre 2024 et se concentre sur la vie de couple du frère aîné de Sheldon, Georgie. D'autres personnages de Young Sheldon ont fait des apparitions, mais ce nouveau spin-off est aussi distinct de Young Sheldon que Young Sheldon l'était de The Big Bang Theory. En revenant au format multicaméra et en ajoutant des rires enregistrés, Georgie et Mandy est à bien des égards plus proche de The Big Bang Theory que de son prédécesseur direct. Au moment où je parle, la série n'a qu'une seule saison à son actif, mais jusqu'à présent, elle semble être un succès, ayant reçu principalement des critiques positives et de bonnes audiences. Seul le temps nous dira si Chuck Lorre et son équipe réussiront à décrocher le jackpot une troisième fois et à lancer une nouvelle série sur plusieurs saisons. Mais leur parcours jusqu'à présent nous laisse penser que s'il existe une science pour créer des spin-offs, ils sont peut-être les génies qui l'ont découverte.